Le soleil brillait haut dans le ciel, baignant Washington DC de sa lumière éclatante. La ville semblait respirer au rythme de son histoire, chaque coin de rue portant le poids des luttes passées et présentes. Les monuments imposants, témoins silencieux des combats pour les droits civiques, se dressaient fièrement, comme des rappels du chemin difficile parcouru par des générations de militants. La capitale du pays était marquée par la mémoire des protestations, des marches et des vies sacrifiées pour l'égalité et la justice. Mais aujourd'hui, dans cette ville où l'histoire se conjugue avec le présent, les réalités du racisme, de l'injustice et de l'abus de pouvoir demeuraient palpables. Melanie Johnson se préparait à affronter une journée qui semblait, à première vue, ordinaire. Son ventre, légèrement arrondi par les 7 mois de grossesse qu'elle portait, était un signe visible de la nouvelle vie qu'elle chérissait en elle. Elle se sentait fatiguée, les journées s'allongeaient et la chaleur de l'été pesait sur ses épaules, mais elle était contente. Elle avait un rendez-vous prévu pour le déjeuner avec son mari, Marcus Johnson, sénateur respecté et défenseur des droits civiques. Ils avaient prévu de discuter des projets qu'il portait pour améliorer les conditions de vie des communautés noires, des propositions qu'il entendait porter devant le Congrès. Le travail de Marcus était une mission sacrée, et même s'il était souvent occupé, il tenait toujours à ses moments privés avec Mélanie. C'était un jour calme, un moment simple qu'ils avaient tous les deux besoin de savourer. Mélanie n'était pas une femme qui cherchait la lumière. Elle n'aimait pas l'orgueil des projecteurs. Mais sa position, en tant qu'épouse d'un sénateur influent et en tant que personne engagée dans la lutte contre les injustices systémiques, faisait d'elle une figure respectée, mais aussi vulnérable. Elle s'était toujours efforcée de rester discrète, d'utiliser sa position pour faire avancer des causes qu'elle portait dans son cœur, soutenir les femmes noires, les enfants, les voix marginalisées. Pourtant, malgré sa visibilité, elle n'avait jamais échappé aux défis du racisme quotidien. Chaque sourire forcé, chaque regard détourné, chaque geste suspect en public venait rappeler à Mélanie que son existence, bien qu'elle fût celle d'une femme accomplie, restait teintée de la couleur de sa peau. Sa position sociale et sa réussite n'avaient pas effacé les stigmates du racisme. Elle savait que sa couleur de peau faisait d'elle une cible, et que la moindre incartade, la moindre rencontre avec une autorité, pourrait en faire une victime. Ce matin-là, alors qu'elle montait dans sa voiture, elle n'imaginait pas que le destin allait changer le cours de sa vie. La voiture était une simple berline noire, discrète, mais élégante, et elle n'avait pas l'intention de se faire remarquer. Elle roula lentement, les rues de la ville apaisées, un contraste frappant avec l'intensité qui habitait sous la surface de la société américaine. Soudain, un bruit de moteur rugissant brisa la tranquillité de la rue. Une voiture de patrouille s'arrêta brusquement derrière elle, ses phares clignotants se braquant sur le rétroviseur. Melanie sentit son cœur se serrer. Elle n'avait rien fait de mal. Pourquoi un policier l'avait-il interpellée sans raison? Le policier à l'intérieur du véhicule, un homme du nom de James Callahan, un policier blanc connu pour ses antécédents d'agressivité envers les communautés noires, la fixa à travers le pare-brise. Il portait un regard dur, impitoyable, comme si la simple présence de Mélanie dans ce quartier était un affront. Son instinct lui cria que quelque chose n'allait pas, mais elle se força à garder son calme. Elle connaissait la règle, rester calme, même si tout à l'intérieur d'elle voulait réagir. Callahan sortit du véhicule d'un pas lourd et résolu. Il se dirigea vers la portière de la voiture de Mélanie avec une rapidité presque menaçante. Mélanie le reconnut immédiatement, ses joues se tendant légèrement sous l'angoisse. Son cœur battait plus fort, non pas parce qu'elle avait peur de lui en tant qu'individu, mais parce qu'elle savait ce que sa position de policier pouvait signifier pour elle, une femme noire dans un pays où la couleur de la peau détermine souvent le traitement qu'on reçoit. Ses pensées se bousculaient alors qu'elle se préparait à une confrontation qu'elle savait inévitable, mais qu'elle ne voulait pas. « Excusez-moi, madame, mais je vous demande de sortir du véhicule », ordonna Callahan d'une voix froide, comme une sentence. Mélanie leva un sourcil, son regard plongeant dans celui du policier, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Monsieur, il n'y a aucune raison pour que je sorte. Je vais simplement à un rendez-vous, et je suis enceinte. Il est difficile de me déplacer pour rien. » Les mots étaient simples, rationnels. Mélanie savait que son attitude calme et respectueuse était sa meilleure défense. Mais Callahan ne répondit pas immédiatement. Il la fixa avec un regard glacial, et dans ses yeux, elle lut une forme de mépris, presque de dégoût. Un préjugé profond, qui ne se contentait pas d'accuser Mélanie de quelque faute que ce soit, mais qui l'accusait d'exister dans cet espace, dans cette ville, à ce moment précis. « Même si vous êtes enceinte, madame, vous devez me montrer vos papiers.
Vous savez ce que cela signifie de conduire une voiture luxueuse dans ce quartier, non? Dit-il, son ton devenu plus acerbe, presque provocateur. Mélanie sentit une vague de frustration monter en elle, mais elle garda son calme. Elle savait qu'un seul faux geste pouvait l'aggraver. Mais la situation ne fit que se tendre davantage. L'ordre de Callahan n'avait rien de raisonnable. C'était une manifestation de l'abus de pouvoir, un moyen de rappeler à Mélanie, encore une fois, qu'elle n'était jamais vraiment à sa place dans ce monde. « Je suis enceinte, monsieur, et je vais vous montrer mes papiers. Mais je vous assure que je ne suis pas une menace, dit-elle, espérant qu'il comprenne qu'elle ne faisait que se défendre. Callahan, cependant, ne semblait pas intéressé par ces paroles. D'un mouvement brusque, il ouvrit la portière de la voiture avec une violence soudaine. Un choc, un coup sur son bras déjà tendu pour s'expliquer, la fit sursauter. Une douleur intense monta en elle, mais ce fut la peur qui la paralysa. La peur de l'inconnu, de l'issue de cette rencontre qui ne semblait pas vouloir se calmer. Elle se sentait submergée par un sentiment d'injustice totale, comme si tout était contrôlé par la seule volonté d'un homme qui n'avait même pas pris la peine de comprendre qui elle était, ou pourquoi elle était là. « Mélanie Johnson, vous êtes une menace pour l'ordre public, » lança Callahan, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Les mots résonnèrent en elle comme un coup de poing. Mélanie tenta de se maintenir, mais la situation échappa rapidement à tout contrôle. Dans un geste brusque, Callahan tira son bras avec une force brutale, la forçant à sortir de la voiture. Elle protesta, ses paroles se perdant dans l'air alors qu'il la poussait au sol avec une violence inouïe. Mélanie tomba lourdement, le ventre heurtant le bitume, une douleur fulgurante parcourut son corps. Elle cria, mais la douleur était insoutenable. Le souffle coupé, elle sentit la peur envahir ses entrailles. Sa première pensée fut pour son bébé. Non, elle ne pouvait pas le perdre. Pas comme ça. Ses yeux se fermèrent, une ultime tentative de fuir la douleur, mais elle se força à rester consciente, à ne pas sombrer dans l'inconscience. Ses cris résonnèrent, mais la rue, étrangement, était déserte. Il n'y avait personne pour la protéger. À l'hôpital, l'air était saturé de tension. Mélanie, allongée sur le lit d'hôpital, était une silhouette fragile, luttant contre la douleur qui pulsait dans tout son corps. Son souffle était lourd, chaque inspiration un effort. Les médecins se précipitaient autour d'elle, leur visage marqué par l'inquiétude. Le ventre de Mélanie, ce qu'elle chérissait plus que tout au monde, était couvert de bandages, tandis que les moniteurs cardiaques émettaient des bips réguliers, indiquant une instabilité qui n'osait dire son nom. Bien que le bébé semblait stable pour l'instant, la violence de l'attaque pesait lourdement sur le pronostic. Mélanie était trop épuisée pour se concentrer sur les paroles des médecins, dont les voix se perdaient dans un brouillard épais de douleur. Ses yeux se fermaient par moments, mais chaque battement de son cœur lui rappelait l'angoisse, le lien sacré entre elle et cet enfant qu'elle portait. Marcus, d'un autre côté, était un homme brisé dans sa chair et son esprit. Il venait de recevoir l'appel. Le nom de Callahan, l'agresseur, résonnait encore dans son oreille, une promesse d'injustice qu'il n'aurait jamais imaginé venir frapper sa propre famille. Le sénateur, habitué au combat politique, ne s'était jamais préparé à cette guerre personnelle. Mélanie, sa compagne, son égale dans la lutte contre les injustices, l'avoir ainsi blessée de manière aussi barbare, faisait exploser une colère latente qu'il n'avait jamais laissé se manifester. Ses poings se serraient à l'intérieur, et une rage froide, découpée dans le marbre de l'injustice, se formait en lui. Ce n'était pas seulement la douleur de voir sa femme souffrir. C'était l'humiliation d'un système qui bafouait non seulement Mélanie, mais la dignité même de tous ceux qu'elle représentait. Il avait l'impression que le monde s'effondrait autour de lui, mais il savait que l'heure n'était pas à l'abattement. Il appela immédiatement ses avocats, en demandant une équipe qui soit aussi réactive qu'efficace. Il avait une réputation à maintenir, mais cette fois, l'affaire allait bien au-delà de sa carrière politique. Il appela aussi les responsables locaux de la police et les membres de son équipe de sécurité, les implorant de se tenir prêts à toute forme de répercussion. Mais tout cela semblait dérisoire comparé à l'ampleur du scandale. Callahan n'était pas un policier lambda. C'était un homme dont les antécédents en matière de racisme et de violence avaient déjà été largement documentés. Un homme qui avait semé la peur dans sa communauté. Le sénateur savait que sa position politique ne suffirait pas à sauver la justice cette fois-ci. Callahan avait déjà été protégé par la hiérarchie, et les vices du système étaient trop nombreux pour espérer une solution rapide. « Ils n'ont pas encore vu ma colère »,
murmura-t-il à son équipe, les yeux froids. Je vais utiliser tout ce que j'ai à ma disposition pour m'assurer que ce policier ne s'en tire pas. Il doit payer, et ce, à la hauteur de sa lâcheté. La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. Dès que la rumeur commença à circuler, les médias se jetèrent sur l'histoire, transformant ce moment de douleur personnelle en un cri collectif contre les abus de pouvoir. Les photos de Mélanie à l'hôpital, les yeux à peine ouverts et le ventre protégé de bandages, inondèrent les écrans. Dans ses veines, Mélanie devenait plus qu'une simple victime. Elle devenait un symbole vivant de l'injustice raciale qui gangrénait le pays. Chaque image d'elle allongée dans ce lit d'hôpital, chaque récit de la violence qu'elle avait subie, enflammait les rues et les esprits. Les manifestations ne tardèrent pas à éclater devant le commissariat de police, et le nom de Callahan devint un cri de ralliement pour ceux qui réclamaient des comptes. Les manifestants exigeaient sa démission immédiate et une enquête indépendante, l'une des plus fortes vagues de protestation que la ville n'ait jamais connue. L'énorme pression exercée sur les autorités locales les poussa à sortir une version officielle, tentant de justifier les actions de Callahan sous le prétexte de légitime défense. Mais la vérité ne tarda pas à s'imposer. Les témoignages des témoins, qui contredisaient ouvertement la version de la police, se multiplièrent. Ceux qui avaient vu Mélanie se faire attaquer sans raison, ceux qui avaient assisté à son traitement brutal, se levèrent pour témoigner. Mais comme à chaque fois que la machine judiciaire était confrontée à un homme comme Callahan, les voix se divisèrent. Une partie des médias, favorable à la position de la police, commença à lancer des accusations contre le sénateur. Il instrumentalisait cette tragédie, disait-il, afin de renforcer sa position politique. Ces voix cherchaient à effacer l'injustice évidente de l'attaque, à minimiser le rôle du policier et à transformer Mélanie en un simple pion dans un jeu plus grand. De l'autre côté, ceux qui soutenaient la justice sociale, les activistes et les voix critiques du système, virent en Mélanie une figure incarne le quotidien des victimes de violences racistes systémiques. Ils dénonçaient la brutalité, la discrimination vécue par des milliers de personnes comme Mélanie, chaque jour, à travers le pays. Le sénateur Johnson lança une campagne vigoureuse contre l'abus de pouvoir policier, déterminé à ce que l'histoire de Mélanie ne devienne pas une simple note dans les archives des injustices ignorées. Il mobilisa ses contacts dans les plus hautes sphères du gouvernement, utilisant son influence pour obtenir une enquête fédérale sur Callahan, l'agresseur de sa femme, tout en pressant les autorités locales pour qu'elles prennent enfin des mesures sérieuses. Mais ce n'était pas aussi simple. Callahan avait des alliés influents dans la politique locale et au sein même des forces de l'ordre. De vieux liens de fraternité, des protections mutuelles forgées au fil des années, permettaient aux policiers de se jouer des règles et des contrôles. L'enquête semblait s'enliser dans une bureaucratie sans fin, chaque nouvel obstacle mettant à jour les failles profondes du système de justice. Les tensions s'intensifièrent à mesure que l'histoire de Mélanie prenait de l'ampleur. La souffrance de sa famille, exposée au grand jour, alimentait un mécontentement croissant parmi la population. Mélanie, bien qu'hospitalisée, refusait de se laisser réduire au silence. Au contraire, sa douleur se transformait en une forme de force implacable. Elle comprenait que, pour que son combat ait un impact, elle devait parler. La question n'était plus seulement celle de la violence policière qu'elle avait subie, mais celle de la façon dont un système raciste l'avait vue, elle et tant d'autres, non comme des individus, mais comme des cibles faciles, des symboles de quelque chose à écraser. Elle prit la décision de se rendre à la conférence de presse organisée par son mari, un moment où elle savait qu'elle serait sous le feu des projecteurs, où chaque mot qu'elle prononcerait serait scruté. Lorsque la foule se fit plus calme et que les caméras se braquèrent sur elle, Mélanie s'avança, le regard clair et résolu, son mari à ses côtés pour lui offrir un soutien silencieux mais indéfectible. Elle expliqua calmement comment Callahan l'avait attaquée, non pas en raison de son comportement, mais à cause de son apparence, de sa couleur de peau. Ce qui, pour lui, était un prétexte légitime à la violence. « Je ne suis pas une menace. Je suis une femme, une mère, une citoyenne de ce pays. Et je demande justice, dit-elle, sa voix forte malgré les larmes qui menaçaient de couler, mais fermement ancrée dans la dignité. Ce fut un moment de vérité, un cri de révolte et d'espoir, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes invisibles du racisme systémique. Le procès qui suivit fut long et médiatisé. Chaque jour, les caméras captaient les regards pleins d'émotion de Mélanie, le soutien indéfectible de son mari, la réticence des témoins à se présenter face à un système qui protégeait les policiers abusifs. Mais à mesure que le procès avançait, les preuves accablantes contre Callahan s'accumulaient. Les témoins oculaires, qui avaient observé l'attaque et s'étaient levés pour témoigner en faveur de Mélanie,
apportèrent des récits cohérents et puissants. Leurs témoignages, corroborés par les preuves médicales et les images des blessures de Mélanie, devinrent la pierre angulaire du dossier. Callahan, qui pensait être protégé par ses alliés et la culture de l'impunité qui régnait au sein du département de police, fut finalement inculpé pour l'agression. L'enquête indépendante menée par des autorités fédérales conclut que ses actions n'étaient rien d'autre que de la brutalité injustifiée, et il fut suspendu de ses fonctions avant d'être définitivement renvoyé. Cependant, la victoire judiciaire ne suffisait pas à effacer la douleur. Mélanie, bien que sur la voie de la guérison physique, portait en elle les cicatrices profondes de ce qu'elle avait vécu. L'angoisse de la violence subie s'était gravée en elle, affectant non seulement son corps, mais aussi son esprit. Son engagement dans la cause des femmes et des enfants victimes de violences policières devint une mission à part entière. Elle savait que son combat ne faisait que commencer. À travers des conférences, des campagnes de sensibilisation et des discussions publiques, elle commença à s'investir dans des organisations œuvrant pour la justice sociale, cherchant à donner une voix aux opprimés. Marcus Jansen, de son côté, utilisa sa position pour faire avancer une législation qu'il considérait comme essentielle, la réforme de la police. Il se battit pour des lois visant à renforcer la responsabilité des forces de l'ordre, à mettre en place des programmes de formation sur les biais raciaux et à instaurer des mesures de surveillance plus strictes. Sa campagne de réforme chercha à changer le fonctionnement même de la police, espérant que cela pourrait empêcher d'autres cas comme celui de Mélanie de se produire à l'avenir. Cependant, bien qu'il eût une influence considérable, il était conscient que la route serait semée d'embûches. Les structures de pouvoir en place étaient profondément enracinées, et les forces conservatrices, aussi bien au sein de la police qu'au niveau politique, résistaient farouchement à tout changement substantiel. Mais malgré l'issue favorable du procès, une question restait sans réponse. Pourquoi la violence raciale persistait-elle, même face à l'injustice flagrante et à une pression publique immense ? Comment un système aussi profondément injuste pouvait-il continuer à tourner sans véritable remise en question ? L'histoire de Mélanie Jansen, bien qu'elle symbolisait une victoire contre un homme et contre un acte de violence, mettait en lumière une vérité plus sombre. Elle ne faisait qu'illustrer une partie d'un problème bien plus vaste et enraciné, la structure même d'une société qui, malgré ses progrès, continuait à tolérer la violence contre les minorités. Les débats sur la réforme de la police commencèrent à prendre un tournant décisif, et la famille Jansen, bien qu'ayant remporté une bataille judiciaire, savait que la guerre pour la justice raciale ne faisait que commencer. Les manifestations, les rassemblements et les protestations se poursuivirent dans les rues de Washington D.C., mais aussi dans tout le pays. Dans les quartiers noirs, dans les communautés marginalisées, les gens se levaient pour revendiquer leurs droits, pour exiger un véritable changement, un système qui les traite non comme des menaces à contrôler, mais comme des citoyens à respecter. Mélanie et Marcus Jansen étaient désormais au cœur de cette lutte. Mais ils savaient que chaque victoire, aussi significative soit-elle, n'était qu'une étape dans un combat qui durerait bien au-delà de leur propre histoire.